Aujourd'hui, donc, sort un livre, La fabrique du djihad. Pourquoi sortir ce livre? Pourquoi La fabrique du djihad? Tout simplement pour essayer de comprendre une problématique qui est encore bien trop méconnue et qu'on analyse finalement qu'au regard du filtre du terrorisme. La fabrique du djihad, ce sont plutôt l'ensemble des paramètres qui concourent à la fabrication de cette pensée radicale, de ces circonstances favorables au recrutement qui conduisent parfois, mais pas toujours, au terrorisme. Et le but, l'objectif de ce livre, c'est justement d'amener une réflexion, d'amener des points d'analyse et d'amener peut-être des éléments nouveaux sur ce sujet-là. Alors justement, cette radicalisation, cette auto-radicalisation, comme on en parle depuis quelques mois, vous l'avez vécu d'une certaine façon. Vous êtes allé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, vous êtes fait passer pour un jeune qui s'est converti. Est-ce que vous avez été surpris d'une certaine façon par le résultat? Oui, j'ai été extrêmement surpris, non seulement par le résultat, mais par la façon dont les choses se sont passées. À vrai dire, j'ai créé un compte sur Twitter et sur Facebook, mais en particulier, le plus intéressant étant sur Twitter, j'ai créé un compte d'un individu qui avait un prénom européen, qui n'avait aucune approche particulière de la religion, ni aucun contact particulier avec la religion, mais qui, dès qu'il a abordé les questions qui touchent au terrorisme, c'est-à-dire dès qu'il a posé une première question sur le sujet du terrorisme, qu'est-ce que c'est que cette organisation État islamique, s'est retrouvé embarqué dans un courant, dans un mouvement, dans une masse de gens qui sont venus lui parler, l'interpeller, le conseiller, qui l'ont poussé, vers des lectures radicales, très radicales, du salafisme, du wahhabisme, et vers des comportements qui voulaient l'envoyer justement vers les réseaux de recrutement, vers le djihadisme. Et donc, j'ai constaté de façon très surprenante et dans un délai très court que finalement, on pouvait très vite être happé par ce phénomène-là et être embarqué dans ce phénomène-là. Alors, on comprend qu'il n'y a pas forcément de profil type de personnes qui se radicalisent. Justement, ça peut être quasiment n'importe qui arrive à se radicaliser. Au cours de la conférence aujourd'hui, on a eu des exemples justement de tant de jeunes qui étaient catholiques, qui se sont convertis en l'espace de peu de temps. On pense notamment à Ziad Bibo, à Martin Couture-Rouleau, québécois. On voit en même temps ces jeunes du cégep Maisonneuve aussi qui se sont radicalisés. Est-ce que ce problème est un problème sociétal avant d'être un problème individuel comme on sous-entend que c'est plutôt en ce moment? Vous l'avez vu, les différents intervenants à la conférence de ce soir ont rappelé l'ensemble de ces paramètres. Ce sont des paramètres individuels, sociétaux, géopolitiques aussi. On voit bien, et c'est ce qui fait toute la difficulté à la fois de comprendre ce phénomène et en même temps de le contrer, qu'il s'agit d'un ensemble de vecteurs tellement variés et qui s'entrecroisent, qui s'auto-alimentent les uns les autres, qui se nourrissent les uns les autres. Donc d'un ensemble de vecteurs tellement importants qu'on a du mal à les répertorier. Et comme ils interviennent non seulement à des niveaux différents, mais en plus dans des conjonctions qui ne sont pas toujours les mêmes, on ne peut pas reproduire un modèle de radicalisation. Donc c'est ça qui rend les choses très compliquées. Moi je crois effectivement, à la fois au vu des expériences que j'ai pu mener et du travail de recherche que je suis en train de faire et que je mène depuis des mois, qu'on est vraiment face à un phénomène protéiforme, un phénomène très complexe, qui trouve finalement son résultat d'une façon très pragmatique et très efficiente. Les personnes radicalisées, certaines arrivant jusqu'au terrorisme, est-ce le produit donc, de nos sociétés qui sont hyper connectées, réseaux sociaux, dont justement les groupes terroristes comme l'EI se servent en ce moment, avec l'hypermédiatisation de faits qui n'existaient pas à l'époque? Est-ce que ça contribue en grande partie à ce phénomène? Il est indubitable que nos sociétés, telles qu'elles sont organisées, telles qu'elles fonctionnent, telles qu'elles se mettent en scène aujourd'hui, sont évidemment un vecteur
qui favorise cet individualisme qui lui-même conduit à centrer ses intérêts sur soi. Et quand on cherche soi-même sa voie, quand on cherche soi-même sa place, à se trouver une nouvelle place, une autre place, cette identité fantasmée dont je parle dans l'ouvrage, qui est celle d'un individu qui, n'étant pas satisfait pour des raisons objectives et subjectives de ce qu'il est dans la société, se construit une nouvelle identité, aidé en cela par la société de l'image, par les réseaux sociaux, par cette place du moi qui est surabondante dans nos vies, et donc se construit une nouvelle identité qui est tout aussi fantasmée, qui est celle d'un défenseur de la veuve et de l'orphelin, de l'opprimé, ou d'un soldat qui va aller combattre pour une juste cause. Est-ce que justement ces réseaux sociaux, cette société hyper connectée, hyper médiatisée, on le voit maintenant justement avec l'EI notamment, ça a radicalement changé la façon dont les groupes comme l'EI fonctionnent. Il y a encore 5 ans, c'était inimaginable qu'un groupe terroriste s'affiche comme ça partout à la télé, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ce que le groupe État islamique a réussi à faire, qu'Al-Qaïda n'était pas parvenu à faire en réalité, c'est qu'ils ont réussi à faire exploser ce schéma du terrorisme qui était celui d'un acte d'une cruauté incroyable, destiné justement à ce qu'on en fasse de la publicité, à ce qu'il ait de l'impact sur l'opinion. Ils ont réussi à transformer ce concept pour l'intégrer dans nos schémas de société, dans nos sociétés, et c'est en cela que je dis qu'ils connaissent très bien notre mode de fonctionnement. Ils ont réussi à intégrer tout cela dans le mécanisme des réseaux sociaux et dans la mécanique de nos médias traditionnels. Donc ils ont à la fois sublimé l'objectif du terrorisme, qui est celui de tuer, mais de faire parler du fait qu'ils ont tué, et en même temps, ils se sont placés dans une modernité qui est stupéfiante et qui effectivement impressionne aujourd'hui. Est-ce que, évidemment, c'est la grande question, est-ce qu'il y a vraiment une solution face à ce problème de radicalisation, que n'importe qui peut devenir un radicalisé, tout simplement se connectant sur Facebook. En un clic, on peut commencer à, comme vous l'avez vécu, on peut facilement tomber sur des recruteurs, sur des lectures qui deviennent extrêmes. Peut-on arriver à contrer ça? Mais écoutez, je vous dirais qu'à partir du moment où il n'y a pas une problématique, où il n'y a pas une cause, où il n'y a pas un seul vecteur, il y aura forcément plusieurs solutions. Il y aura à la fois plusieurs solutions en parallèle, mais plusieurs niveaux de solutions. Je pense, au fil des travaux que j'ai menés ces derniers temps, que la première des choses à faire, c'est de lutter au niveau du discours, en offrant un contre-discours. Non pas un contre-discours qui va s'opposer au discours de la radicalisation, mais un contre-discours qui offre à ceux qui peuvent être victimes de ces phénomènes-là, de cet embrigadement-là, des éléments de compréhension, un esprit critique vis-à-vis de ce discours-là. Et donc en fait, plutôt que d'opposer l'un à l'autre, il faut que nous, en tant que société, il faut que nos établissements scolaires, il faut que les psychologues, il faut que les policiers, que les services sociaux proposent des outils aux jeunes qui peuvent être victimes de la radicalisation pour qu'ils comprennent qu'ils sont manipulés et donc développer leur sens critique, développer la connaissance de la religion pour savoir que ce qu'on leur vend, entre guillemets, comme religion n'est finalement qu'une version totalement dévoyée, n'est pas l'islam tel qu'il est pratiqué par l'immense majorité des musulmans. Donc en développant cet esprit critique, ce niveau de compréhension, on protège, entre guillemets, déjà une partie des gens du discours radical qui est très abêtissant, qui est très abrutissant. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il y a évidemment d'autres solutions. Elles restent à mettre en place. Merci beaucoup. Merci.